Je vais introduire Thomas. Thomas, nous sommes ravis de t'accueillir à l'occasion de cette 12e édition du Spring Campus. Tu es aujourd'hui directeur du modèle Perma-Entreprise chez Norcis, entreprise de services numériques de 600 personnes. Tu as démarré ta carrière dans le conseil en développement durable pendant 8 ans. Tu as accompagné de grands groupes et des PME dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie RSE. Tu as amené Norcis sur la voie de l'entreprise à mission afin de renforcer l'alignement entre son business et son engagement sociétal. Fondé en 1994 par ton père, Sylvain Brezard, que certains connaissent ici, tu as partagé avec lui la conviction que l'entrepreneur de demain se doit d'agir pour un monde meilleur et qu'il devient urgent de bâtir un projet d'entreprise avec une vision globale des enjeux du monde, tant sur le plan social qu'environnemental. Norcis travaille en ce sens que donne l'entreprise à son activité en proposant un modèle innovant, inspiré par celui de la permaculture. Je ne sais pas si certains font de la permaculture ici, mais moi, ça me parle bien. L'objectif de ce modèle est d'obtenir une production efficace, utile aux humains, sans nuire à la planète, en faisant un usage sobre, voire régénératif des ressources. Un modèle qui lui permet aujourd'hui de viser un très fort niveau d'engagement sociétal à travers son modèle d'affaires, tout en renforçant sa viabilité économique. L'efficacité de votre modèle chez Norcis a d'ailleurs prouvé son efficacité ces dernières années, puisque malgré la crise sanitaire, Norcis est resté en croissance en 2020. Ton intervention trouve toute sa place aujourd'hui dans le programme du Spring Campus sur le thème « Sens et croissance, demain sera ce que nous en ferons ». Nous avons en commun donc cette conviction que les entrepreneurs de demain ne doivent cesser d'agir en faveur de l'évolution de notre cadre économique, social, sociétal et environnemental. Thomas, je suis ravie de t'accueillir et que tu puisses présenter ce qu'est la Perma-Entreprise. Bonjour à tous. Merci pour cette belle introduction. En plus, tu as dit certaines choses que je voulais exprimer, donc on gagnera un petit peu de temps sur le timing, c'est pas plus mal. J'ajouterai une petite chose, c'est que j'ai seulement 32 ans. Et que bon nombre d'événements depuis quelques années traitent de ces questions. J'ai même depuis l'apparition du Covid, énormément d'événements sur le monde d'après. Et souvent, je me suis étonné de ne voir aucun jeune pouvoir prendre la parole lors de ces événements. Donc je remercie vivement toute l'équipe qui a travaillé sur cet événement de nous permettre, je pense aussi à Eugénie ce matin qui a tout juste 30 ans, de nous permettre de prendre la parole. Et c'est d'autant plus important me concernant parce que dans 2 mois, je vais avoir une première petite fille. Et que pour cette raison précisément, merci. Pour cette raison précisément, le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui me tient énormément à cœur. Alors la Perma-Entreprise, voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, mais on va notamment parler d'éthique et l'intégration de l'éthique dans les réflexions de l'entreprise. Ce qui est hyper intéressant et ce que je vais essayer de vous montrer par des exemples notamment, et qui sera en continuité en fait avec les interventions de ce matin sur la difficulté de débattre dans notre démocratie actuelle, c'est que par l'intégration de l'éthique, on arrive à générer des débats qui sont très qualitatifs, qui vont sur une réflexion très aboutie en vue du mieux agir. Et en évitant de tomber dans le dogme, parce qu'on est entré dans une ère où tout est dogmatique, hein, l'avion c'est mal, le vélo c'est bien, j'en passe et des meilleurs. Voilà, bon, j'avais mis quelques éléments de cette nature pour expliquer un petit peu ce que je faisais. Donc là, comme tu as déjà présenté tout ça, je pense qu'on va gagner du temps, je vais avancer. Une chose en revanche, c'est que donc pendant ces nombreuses années, enfin nombreuses, à mon échelle, années de conseil en RSE, je nourrissais une frustration qui était qu'on avait du mal à réellement engager des transformations parce que à travers ces stratégies RSE, on n'allait pas nécessairement chercher le cœur de l'activité de l'entreprise. Ce qui aujourd'hui réunit des comités de direction, etc., c'est bien le business, c'est le cœur de l'activité. Et en RSE, on a beaucoup de mal à le lier à ce cœur. Donc j'étais en recherche de solutions nouvelles qui allaient permettre d'aller beaucoup plus loin pour pouvoir réellement engager les transformations dans les entreprises et faire en sorte qu'elles contribuent à des enjeux sociétaux qui nous dépassent individuellement, qui dépassent aussi les organisations elles-mêmes et qui sont vraiment des enjeux de société. Et donc, comment finalement inventer des solutions différentes pour répondre à des enjeux ou à des problématiques qui ont été créées par des façons de penser, des mécanismes qui dataient un petit peu. Alors,
Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de Norcis. Je voulais juste vous dire qu'en préparant cette séquence, on a parlé de keynote. Hein, c'est un grand mot pour déballer, révéler un nouveau produit, un nouveau service en grande pompe. Un iPhone 25 XS Max EcoBoost, peut-être qu'un jour ça arrivera vraiment, je ne sais pas. En l'occurrence, je viens ni vous vendre un produit ou un service. Je viens vous parler d'un modèle de développement de l'entreprise qui ne nie pas la croissance, qui essaie plutôt de trouver des solutions pour la rendre juste, qualitative, utilisez les mots que vous voulez, mais pour sortir de débats un petit peu stériles sur qu'est-ce que la croissance verte ou dans quelles conditions est-ce qu'on peut y aller ou pas. Voilà, c'est l'ambition que je me suis donnée pour témoigner face à vous aujourd'hui, donc j'espère qu'on va y arriver. Bon voilà, Norcis, entreprise de services numériques, on est 600. Là vous voyez le cadre champêtre de notre siège social dans le nord de la France. Juste vous dire que notre métier consiste en gros à développer des systèmes d'information sur mesure. On le fait principalement dans le domaine de la santé avec l'assurance maladie par exemple, des caisses de retraite, des mutuelles. Un certain nombre d'acteurs du retail parce que dans le nord de la France, il y a un grand bassin retail, donc on travaille avec un certain nombre de ces entreprises. Et de plus en plus, et le troisième secteur d'activité qu'on développe, c'est la transition écologique. Donc, mettre nos expertises, nos métiers, nos compétences au service de l'accélération de la transition écologique. Je partage avec vous 2-3 constats. Je vous rassure, on ne va pas refaire un cours de collapsologie ou de fin du monde. Simplement partager quelques constats qui ont été les nôtres et qui ont motivé finalement notre réflexion et l'envie d'aller plus loin que ce qu'on pouvait faire en matière de RSE, en matière d'entreprise à mission, comme tu citais Aurélie. Voilà, je ne vais pas faire une revue d'actualité, mais en fait, c'est surtout que ce qui m'a marqué ces derniers temps, ces dernières années, c'est quand même une montée en puissance des conséquences directes pour les entreprises de dérégulation, qu'elles soient sociales ou environnementales. Que ce soit par une évolution du cadre juridique, vous avez peut-être vu le jugement aux Pays-Bas sur Shell, hein, qui est contraint de réduire ses émissions, je crois, de 45% en quelques années. L'émergence au niveau des étudiants avec le réveil écologique et tous ces jeunes qui ont dit nous ne bosserons pas pour des entreprises qui ne s'engagent pas sur le climat. Et d'ailleurs, anecdote, ça fait maintenant 5-6 ans que j'interviens dans différentes écoles de commerce, d'ingénieurs. Et pour la première fois cette année, et ça franchement c'est une vraie claque, j'avais en face de moi des jeunes collapsologues. Hein, moi il y a 10 ans j'étais jeune et fougueux, je croyais en ma bonne étoile, j'étais sûr qu'on pouvait faire de belles choses et je le crois encore aujourd'hui, sinon je ne serais pas face à vous. Et je me dis, punaise, 10 ans après, les jeunes en face de moi, c'est ceux qui sont les plus désabusés. Et ça, franchement, ça m'a fait mal. Donc maintenant, je m'acharne à essayer de leur redonner espoir en la capacité des entreprises en particulier à apporter des réponses aux enjeux sociétaux. Donc voilà quelques exemples, mais pour dire que les conséquences, c'est même plus des enjeux, ce sont des conséquences pour le monde de l'entreprise. Hein, donc premier constat, voilà une bonne raison de se bouger, c'est que les conséquences, elles sont déjà aujourd'hui, c'est pas en 2050. Deuxième constat, là je vais peut-être pas me faire que des copains, mais c'est pas grave, je préfère ouvrir un débat et bienveillant autant que possible entre nous. La RSE ne suffit plus. Depuis 30 ans, la RSE permet à des entreprises de réfléchir à des thématiques autour de l'égalité entre les femmes et les hommes, de salaire, à commencer à intégrer les enjeux écologiques. Voilà, bon, la liste pourrait être assez longue. Malheureusement, 30 ans plus tard, c'est pas que le fait de la RSE bien évidemment, mais on ne peut pas dire que la situation se soit grandement améliorée. Et dans certains cas, alors heureusement pas tout le temps, mais dans certains cas, la RSE elle a même été sans doute largement utilisée pour venir appliquer un joli vernis d'engagement ou de responsabilité au niveau d'entreprise qui en réalité ne changeait absolument rien des modèles qui étaient derrière, des modèles de business, des modèles d'affaires, des modèles de contractualisation. Donc, deuxième constat, c'est qu'il faut absolument dépasser désormais le cadre de la RSE. Commencer par là, pourquoi pas. S'intéresser aux indicateurs RSE, évidemment, mais il faut absolument dépasser ce cadre-là. C'est pour ça, par exemple, que l'entreprise à mission est intéressante, puisqu'elle va vous interroger, elle va vous amener à vous interroger sur en quoi mon business peut permettre d'apporter des réponses aux enjeux de société, peut avoir un caractère d'intérêt général. Dernier constat, et ce message, il vous est particulièrement adressé chers entrepreneurs, chers dirigeants, c'est que dans le contexte qui est le nôtre, où on voit bien que les États ont du mal à aller suffisamment vite sur notamment des enjeux environnementaux, où les ONG sont de plus en plus radicales dans leur mode d'action pour jouer un contre-pouvoir, s'il est un acteur qui est tout indiqué pour apporter des réponses efficientes en mobilisant ses talents, ses compétences, en utilisant les ressources avec efficacité, c'est bien l'entreprise. Donc,
Qu'attendons-nous pour réellement nous engager sur cette voie-là et j'ai presque envie de dire redorer le blason des entreprises auprès de tous ces jeunes qui n'y croient franchement plus beaucoup, rester attractifs, bon, voilà, des choses qu'on a pu déjà évoquer depuis ce matin. En quelque sorte, ne sommes-nous pas en train de scier la branche sur laquelle on est assis ou sur laquelle on est en train de se balancer? Voilà un petit peu la question que je me pose assez souvent et celle à laquelle je veux vous apporter des éléments de réponse aujourd'hui. Alors, une petite histoire autour du Covid. Une énième, j'ai envie de dire, on en a déjà un petit peu parlé, mais surtout une histoire très concrète sur comment Norcis s'en est peut-être un petit peu mieux sorti que ses concurrents et que le secteur d'activité dans lequel on s'inscrit, tu le citais Aurélie. On est dans un secteur où il y a un certain nombre de très très grands acteurs de dimension internationale avec des dizaines de milliers de collaborateurs qui, grosso modo, ont une stratégie qui vise à faire en sorte que leurs salariés qui sont en prestation de service chez des clients fassent un maximum de jours de prestation dans l'année. En gros, jusqu'à 220, 230 jours de prestation dans l'année, c'est-à-dire que finalement, en faisant cela, on optimise le chiffre d'affaires généré par collaborateur. Ça a été une grande tendance, donc dans les logiques d'optimisation, de compression, finalement de recherche de rentabilité, de chiffre d'affaires à tout prix, de croissance. Et dans ce contexte-là, survient le Covid. Et malheureusement, lorsque ces modèles-là sont trop tendus, en cas d'événement imprévu de cette nature et de cette ampleur, ça craque. Et ce qui s'est passé chez nous, et je vous donne un exemple très concret, c'est que on avait cherché à prendre le contre-pied de ce type d'approche depuis maintenant 5-6 ans, notamment par différents dispositifs, par exemple d'université d'entreprise où chaque salarié passe 30 jours de formation sur 3 ans, par des actions de mécénat dans le cadre de notre fondation d'entreprise. En fait, autant de journées qui, plutôt que d'être nécessairement des journées de prestations qui nous rapportent du chiffre d'affaires, étaient des journées pour d'autres choses, pour permettre aux humains de s'épanouir en progressant, de s'identifier à l'entreprise et de s'engager sociétalement à travers l'entreprise, etc. Tous ces dispositifs qui ont fait, par exemple, que quand le Covid est survenu et qu'il a fallu subitement trouver des solutions, pouvoir remplacer des personnes qui, chez nos clients et travaillant pour des concurrents, n'étaient pas disponibles à cause des mécanismes de chômage partiel et autres, Norcis a eu un gros levier, a pu dégager en gros l'équivalent de 2500 jours hommes sur l'ensemble des salariés, mettre quasiment personne au chômage partiel, répondre aux besoins de clients qui étaient vraiment dans la mouise. Et résultat des courses, Norcis fait 2,5% de croissance en 2020, quand le marché fait plutôt moins 4% pour ce qui est des entreprises de services numériques. Et donc vous voyez que un modèle aussi engagé puisse-t-il être, et c'est absolument pas, on n'est absolument pas au bout du chemin, vous verrez, je vous montrerai d'autres exemples ensuite, mais vous voyez que, y compris dans ce contexte-là, les engagements sociétaux qui étaient les nôtres, et je ne vous parle pas encore d'engagement environnemental, nous ont permis de mieux résister, de mieux réagir, d'être beaucoup plus résilients. Voilà. Et le mot résilient, il est utilisé parfois à des raisons. Là, vous avez un bon exemple, y compris en matière de résultats économiques, de cette résilience. On a déjà donné quelques chiffres clés, donc je ne vais pas forcément y revenir plus que ça, mais historiquement, on a un modèle qui s'appelle la performance globale. L'idée, c'est de dire l'entreprise doit constamment rechercher un équilibre entre sa finalité économique, sa finalité sociale et sa finalité environnementale. Ça fait 10 ans qu'on le met en œuvre. Et c'était pour vous donner quelques éléments qui montrent qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. On cherche la performance et l'efficacité. Et ça génère un certain nombre de résultats, de fierté d'appartenance, de turnover. Vous voyez peut-être pas du coup, mais notre secteur d'activité, on est sur un taux de turnover d'environ 20%, ce qui est énorme. Nous, on tourne autour de 6%. Je ne reviens pas sur la performance économique, vous l'avez vu, la perception de nos clients sur la qualité des prestations, le sentiment d'appartenance et y compris aussi sur notre trajectoire climat où on a mis beaucoup d'efforts depuis 4-5 ans, mais ce n'est pas l'objet du jour. Ces résultats-là, donc, apportés par un modèle de développement qui s'appelait la performance globale, et c'est ça qu'on va remplacer par la perma-entreprise, enfin qu'on a déjà remplacé par la perma-entreprise. À la base, ce modèle, vous voyez, il y avait des parties prenantes. C'est l'approche classique, on a des parties prenantes. J'y reviendrai parce qu'avec la perma-entreprise, on change de prisme. 200 indicateurs de pilotage, des audits internes, etc., qui faisaient que Norcis était en 2019 exemplaire en ISO 26000 depuis 3 cycles d'audit et certifié Bicorp.
pas des fins en soi, mais plutôt des dispositifs qui nous permettent de vérifier qu'on n'est pas complètement en dehors des clous et qu'on répond bien à des enjeux qui ne sont pas que les nôtres, qui sont des enjeux de société. Alors, je voulais vous montrer un petit peu le cheminement qu'avait été le nôtre vers ce qu'on pourrait appeler le plus haut niveau de contribution sociétale possible. En restant modeste, on a encore une fois beaucoup de chemin à faire, mais voilà, donc une certaine maturité en RSE, et en 2017, pour aller un cran plus loin, on s'interroge sur quelle est la raison d'être de Nord6, à quoi sert notre activité de conception de systèmes d'information et de conseil pour aider à la transformation des organisations autour des systèmes d'information. Donc c'est ce qu'on appelle le travail sur la raison d'être. Et donc ce travail, on l'a abouti en 2017, on a intégré la raison d'être dans nos statuts pour tout de suite montrer à nos clients et à nos collaborateurs qu'on était dans une démarche sérieuse, qu'on avait l'intention d'aller au bout de notre réflexion, pour tout de suite nous inscrire dans un engagement fort par rapport à cette démarche. Il y a eu plusieurs actions qui ont été assez représentatives, assez nouvelles, notamment la création d'un conseil d'éthique. Parce que dans notre raison d'être, il y a le mot éthique qui est apparu, qui n'était pas nécessairement une notion très structurée chez nous, mais bon, l'éthique dans le numérique, je pense que tout le monde voit à peu près du type d'enjeu qu'il peut y avoir derrière. Il y a eu aussi donc l'intégration de la raison d'être dans les statuts, l'émergence d'une stratégie environnementale beaucoup plus poussée. Voilà, enfin, quelques exemples assez emblématiques de ce qu'on a cherché à faire. Et en fait, l'émergence de l'éthique a été déterminante dans l'évolution de l'entreprise ces dernières années. Je vais vous donner un exemple ensuite. Et a été finalement la source le point de départ qui nous a amené à la perma-entreprise en nous inspirant de la permaculture. En 2019, on a cherché à avoir la certification B Corp parce qu'on est sur des niveaux d'exigence dans l'audit qui sont très élevés. Donc ça permettait de vérifier encore une fois qu'on était dans les clous. En 2020, on a demandé la qualité dite de société à mission, hein, donc en ayant la raison d'être, des objectifs dans nos statuts, et puis un contrôle qui sera tous les 18 mois par un organisme tiers. Et donc en 2021, le déploiement d'un nouveau modèle qui est la perma-entreprise. Il reste 15 minutes, on est pas mal, j'arrive sur la perma. Alors une petite histoire, une petite question d'éthique. En fait, d'ailleurs c'est des débats qu'on a pu avoir là, depuis hier à table, dans des moments informels, voire même tout à l'heure lors d'un atelier. Comment fait-on dans ces cas-là lorsque l'envie d'engagement des collaborateurs nous dépasse un petit peu? Que faire lorsqu'on se retrouve dans le cas où des collaborateurs vont presque devenir militants, hein? Je pense notamment quand on parle d'écologie, c'est un sujet qui prend aux tripes. Ça peut être déstabilisant et ça peut poser problème lorsque vous vous retrouvez dans ces situations-là, y compris en comité de direction. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a créé notre conseil d'éthique, on s'est dit on voudrait que ce soit comme un dispositif de lanceur d'alerte. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un environnement très fermé qui va produire un peu de connaissances sur l'éthique dans le numérique, mais plutôt un lieu qui va permettre aux collaborateurs qui identifieraient des trop gros écarts entre nos objectifs de raison d'être et ce qu'ils vivent en réalité sur le terrain, de nous saisir et de nous dire « Attendez, j'agite le drapeau, là, il y a peut-être un problème ». Et il se trouve que la première saisine d'un salarié a porté sur du business, puisque c'était sur un projet d'un client qui se passait extrêmement bien au niveau humain, qui était un projet qui allait générer la meilleure rentabilité de notre agence concernée, mais qui, en matière environnementale, dérangeait un petit peu cette collaboratrice parce que le client avait une activité assez émettrice de CO2. Et le projet pour ce client était plutôt de pérenniser son business model actuel que de l'engager sur une transition. Et en fait, pendant 9 mois, on a instruit le sujet, exploré le secteur d'activité du client, comment il évoluait, comment lui-même évoluait dans ce secteur d'activité. Et là, ça a été extrêmement difficile de trouver une position progressiste qui ne soit pas dogmatique, mais c'est là que l'éthique est intéressante. Et donc, on a abouti à la conclusion suivante, qui était de dire, en fait, à refaire, on ne referait pas ce projet. Donc, on a arrêté de faire du bizdev sur ce compte-là. Donc, on a refusé de la croissance. Par contre, ça a été déterminant pour identifier ce qui désormais devait dicter notre politique commerciale, le développement de notre activité. Et finalement, trouver des éléments justes que tout le monde puisse comprendre dans l'entreprise. Et c'est ça qu'on est en train d'engager comme transformation, et c'est là que la perma-entreprise va nous permettre d'aller encore plus loin. C'est de désormais avoir des lignes directrices qui ne soient pas fermées, mais qui soient plutôt un état d'esprit que chacun peut avoir pour savoir vers où on veut aller. Et on n'est pas dogmatique parce que ce même client, et je ne peux pas le citer,
Mais ce même client, si le projet avait été de l'amener vers, par exemple, le développement d'activités moins carbonées grâce au numérique, on y serait allé. Pourquoi? Parce qu'on ne contribuera pas à une évolution positive du monde en bossant qu'en entreprise dite responsable. Il va bien falloir qu'on accompagne toutes ces entreprises qui aujourd'hui sont pointées du doigt ou au cœur du problème pour qu'elles deviennent le cœur des solutions. Et c'est en cela que l'éthique a été hyper déterminante dans l'évolution de Norcis et dans le fait qu'aujourd'hui, je suis archi convaincu qu'on peut aller vraiment très loin dans le niveau d'engagement à travers le modèle de développement. Et quand je dis modèle de développement, vous comprenez qu'on parle business, on parle commerce, on parle chiffre d'affaires et on peut même parler rentabilité, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors voilà, arrive un peu avant le Covid un moment clé qui fait qu'on s'intéresse à la permaculture en découvrant que la permaculture, elle est fondée sur 3 principes éthiques indissociables. Et l'éthique prenait une place, vous comprenez maintenant, prépondérante dans nos réflexions. Donc on a eu envie d'explorer ça parce que la performance globale, ça faisait 10 ans et on sentait le besoin de renouveler un petit peu ça. Donc on a engagé une réflexion, il y a un livre de référence qui fait 700 pages, donc on l'a lu, on a essayé de prendre les éléments saillants qui nous intéressaient, on a fait des journées de séminaires pour explorer cela et voir en quoi on pouvait le transposer sur un nouveau modèle de développement de l'entreprise. Ce matin, Franck expliquait que lui s'est inspiré de 450 millions d'années de R&D de la nature avec les vers de mer. Bon, nous, c'est un petit peu moins de millions d'années, peut-être même quelques dizaines d'années seulement, parce que je crois que le livre date des années 70, mais on a essayé de s'en inspirer dans les mêmes un peu logiques de biomimétisme, et voilà, de se dire qu'est-ce qu'on peut inventer avec ça. Ce qui nous intéressait, au-delà des 3 principes éthiques indissociables que j'évoquais, et vous allez les découvrir ensuite, c'est que, vous voyez, des principes clés de la permaculture, elle part du terrain, elle s'enracine dans l'action. Elle ne nie pas la croissance, au contraire. L'enjeu, c'est de questionner les conditions de réalisation de cette croissance. Donc finalement, pour qui je travaille ou pour qui je développe de l'activité et comment je la développe, en mettant en œuvre quelles ressources et en limitant les impacts si possible. C'est ça en fait qui nous a vraiment intéressés, parce qu'à partir du moment où les fondements de votre modèle se basent là-dessus, évidemment que vous allez augmenter le niveau d'exigence et d'engagement de votre entreprise. Donc ce modèle de développement qu'on a appelé la perma-entreprise, les illustrations que vous voyez donc, sont issues d'un livre qui a été publié en mars. Et ce livre, c'est autant le partage d'une vision sur le rôle de l'entreprise dans la société à travers la perma-entreprise qu'un partage très ouvert de la méthode qu'on a utilisée pour mettre en œuvre ce modèle chez nous et arriver à un nouveau référentiel de pilotage de l'entreprise. Les illustrations sont du dessinateur d'un célèbre livre qui s'appelle Reinventing Organizations, que beaucoup d'entre vous connaissent, je n'en doute pas, qui s'appelle Étienne Appert. Donc voilà, ce modèle qu'est la perma-entreprise, il est basé sur 3 principes éthiques indissociables. C'est-à-dire que dans chaque réflexion que l'on mène désormais, on se réfère à ces 3 principes. Préserver la planète, prendre soin des humains, bon jusque-là on n'a pas grand-chose de nouveau, mais un autre principe qui lui est peut-être un petit peu différent, savoir se fixer des limites. Hein, et le monde de l'entreprise en général n'a pas toujours été un très bon exemple du fait de savoir se fixer des limites. Et puisqu'on se fixe des limites, qu'on crée de la richesse, alors redistribuer les surplus. C'est le 3e enjeu, c'est se fixer des limites et redistribuer les surplus. Donc désormais, on se base là-dessus autant que possible, voire systématiquement. Et j'insiste, ils sont indissociables. Donc on essaie de s'y référer systématiquement et on est en train de développer des outils d'aide à la décision, de réflexion commerciale, de modes managériaux qui sont inspirés, qui partent de ces 3 principes éthiques indissociables. Ensuite, il y a un deuxième pilier et un autre mot-clé de la perma, c'est la régénération des ressources. Là, la source d'inspiration, ça a été d'observer comment la permaculture s'interrogeait sur l'utilisation efficace des ressources. Et vous voyez notamment que ça se base sur, on va dire, 6 thématiques. Par exemple, l'usage du lieu, l'usage de la terre. Donc lorsqu'on est une entreprise, eh bien, essayer d'observer quels impacts on a sur le territoire où on s'est implanté, où l'on va s'implanter. Comment on peut peut-être apporter au moins autant qu'on ne prend. Voilà, ce genre de questions qu'on ne se posait pas forcément par le passé, au-delà de se dire c'est quoi le bassin d'emploi, quel potentiel commercial et quel premier client pour y aller. Vous allez vous interroger sur les ressources, vous voyez dans la permaculture c'est en gros les ressources en eau, le soleil. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a transposé ça, le soleil devient l'énergie, l'eau qui est liquide devient l'argent. Voilà. Et on s'interroge sur la façon dont on s'implote et dont on impacte un territoire pour chercher à utiliser des ressources avec le plus de sobriété possible. 3e pilier, c'est que
à la différence d'un certain nombre de référentiels, qui globalement sont des t-shirts à taille unique, puisque vous avez les mêmes indicateurs et les mêmes points de contrôle pour l'ensemble des entreprises. Le modèle qu'on propose, il se veut hybride. Dans la méthode, et je crois que je vais avoir le temps de vous en parler rapidement, puisqu'on la partage dans le bouquin, vous allez déterminer des enjeux et vous allez déterminer vos indicateurs de pilotage. Mais aujourd'hui, on ne peut pas éluder le fait que toute entreprise, quelle qu'elle soit, qui se revendique durable, engagée, responsable, utilisez le mot que vous voulez, doit quand même s'interroger sur certains sujets qui sont des enjeux communs. Bon, le plus évident sans doute étant l'enjeu climat, hein, et le fait de piloter ses émissions de carbone. Mais ça peut être aussi de nature économique sur l'utilisation des richesses, le fait de refuser d'optimiser trop fiscalement, voire de faire de l'évasion fiscale, d'essayer d'investir l'argent autant que possible dans de l'investissement socialement responsable. Je crois qu'hier, il y a eu une intervention là-dessus. Mais s'interroger aussi sur la régénération des ressources humaines. Comment les humains progressent dans l'organisation, comment on les aide à s'épanouir. Et franchement, en ce moment, avec le Covid, et une petite histoire ensuite là-dessus, comment on aide à régénérer l'énergie, la motivation, etc. Quand on est en full remote à la maison, qu'il faut gérer les gamins et qu'en même temps, il y a 15 réunions et 150 mails, ça devient un sacré enjeu pour les entreprises. Donc on propose 23 objectifs d'impact communs et ensuite l'entreprise constitue le reste de son référentiel en fonction de sa spécificité, de son secteur, de ses enjeux. Et le dernier pilier de la PERMA, et là pour moi, d'autant plus en connaissant bien le fonctionnement notamment de la RSE, mais le référentiel Bicorp est conçu de la même façon, on a une forme de changement de paradigme. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'on a qu'on a déterminé en s'inspirant de la permaculture. En fait, plutôt que de penser une stratégie en fonction des parties prenantes, quitte à les siloter, hein, qu'est-ce que je fais pour mes salariés, qu'est-ce que je fais pour mes clients, qu'est-ce que je pense faire pour la société civile. Désormais, le modèle, il est pensé par enjeu. Donc un enjeu peut être respecter les accords de Paris, un enjeu peut être, je vous montrerai un exemple ou deux ensuite de chez nous, mais par exemple, nous on en a un qui veut qu'on mette l'innovation au service des usages éthiques et efficients du numérique. Voilà, ça c'est un de nos enjeux. Derrière, on a des projets. Et donc, dès lors que vous avez vos enjeux et que vous avez identifié des projets que vous voulez mener, l'idée, c'est plus de siloter les parties prenantes, c'est de les réunir. Toutes les parties prenantes qui peuvent être impliquées pour réussir le projet. Et là, il y a un mot-clé qui s'appelle l'agencement. Je vais les agencer pour mener à bien ce projet en mode collaboratif et essayer d'aboutir au résultat le plus ambitieux et le plus partagé possible. Donc voilà, on casse les silos et maintenant on parle en agencement de parties prenantes au service des enjeux. Et je sais qu'on se pose beaucoup de questions aussi sur la capacité à mobiliser des équipes. Je suis archi convaincu qu'à travers ce type de modèle, on est quand même beaucoup plus mobilisateur parce que le sens que l'on donne à l'action, ici, il est beaucoup plus profond. Il me reste 4 minutes. Alors, une autre petite histoire du Covid, mais en vous donnant un exemple concret. Norcis, on a déployé le télétravail depuis déjà 5-6 ans. 1 ou 2 jours par semaine. Et puis comme tout le monde, mars 2020, il a fallu augmenter le braquet, et pas qu'un peu. Et donc, voilà, on s'est retrouvés tous à la maison, en tout cas pour les métiers qui le permettaient, ou malheureusement en arrêt de travail forcé. Et puis, alors, bon, le coup de bol, c'est qu'à l'époque, j'avais pas encore d'enfants. Là, j'espère qu'il n'y aura pas un nouveau Covid en fin d'année. Mais j'ai bien vu tous les collègues qui avaient notamment des jeunes enfants en juin, ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus de faire des réunions, de devoir gérer les enfants en même temps, etc. Et donc on voit bien, et d'ailleurs ça a été aussi évoqué ce matin, qu'il y a une forme de fatigue, de saturation, et puis il y a un risque aussi de déconnexion à l'entreprise. Comment on reste attractif, comment on continue à garder du lien et à justifier le fait d'être dans l'entreprise pour les équipes, lorsqu'en plus dans les métiers de développeurs, toutes les semaines, les gens se font chasser pour quitter la boîte. C'est hyper compliqué comme question. Et donc, à l'époque, nous, le télétravail, ça s'est conçu de la façon suivante. On a sollicité nos responsables RH, nos directeurs d'opération. On s'est interrogé sur comment est-ce qu'on pouvait techniquement mettre en place ce qu'il fallait, anticiper l'évolution des modes de pilotage pour bien les gérer à distance et favoriser une communication suffisante pour que les projets continuent de bien fonctionner. C'était très opérationnel comme approche. Sauf qu'en faisant ça, on n'avait pas du tout anticipé les conséquences que peut avoir le télétravail sur la santé mentale,
sur l'impact que peut avoir le fait d'être tout le temps à la maison pour le reste de la famille, hein, toutes ces conséquences et les risques psychosociaux qui sont liés à une généralisation massive du télétravail. Et voilà, ça a été suffisamment évoqué ces derniers mois dans l'actu. Si on avait pensé ce projet en mode perma, on se serait référé à notre enjeu. On a un enjeu spécifiquement sur l'humain. Il dit la chose suivante. L'enjeu dit, on veut régénérer l'énergie des collaborateurs en travaillant sur leur levier de qualité de vie. Si on avait pensé le télétravail en mode perma, à partir de cet enjeu-là, eh bien, autour de la table, on aurait forcément impliqué d'autres parties prenantes. Peut-être la médecine du travail, des conjoints, peut-être même des enfants des salariés eux-mêmes, les pilotes, les RH. Et vous voyez, ce simple exemple et ces quelques parties prenantes supplémentaires que je cite montrent bien que le mécanisme et le mode de pensée perma qu'on est en train de mettre en place, il apporte une vraie richesse. Et je pense qu'on aurait beaucoup mieux anticipé certains risques pour des collègues qui passent un temps fou à la maison dans des conditions pas toujours adaptées. Donc je pense qu'on aurait été beaucoup plus performant en fait, dans le déploiement du télétravail. On aurait beaucoup plus encore pris en compte l'humain. Et on aurait une façon encore plus pérenne de gérer le télétravail. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, et d'ailleurs on est en train de le faire. Mais puisque c'est quelque chose qu'on avait lancé il y a 5 ans, voilà très concrètement comment peuvent évoluer les mentalités et les réflexions avec cette nouvelle approche qu'est la perma-entreprise. Bon voilà, juste un petit exemple pour que vous compreniez l'arborescence, puisque la méthode elle aboutit à un référentiel de pilotage de l'entreprise. Donc ici sur l'enjeu qui est donc de mettre l'innovation au service d'usages numériques efficients et éthiques. Vous avez l'enjeu, vous déterminez un projet, donc par exemple aider nos clients à diminuer l'impact environnemental de leur système d'information. Pour ce projet, vous allez avoir différentes actions. Donc créer une boîte à outils pour faciliter le calcul et permettre de réaliser finalement quels sont les impacts. Derrière, on détermine un objectif d'impact, donc d'avoir 10 clients qu'on a réussi à engager sur ce type d'approche dans l'année. Et derrière, comment est-ce qu'on va mesurer le résultat, avec quelles données. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le référentiel de Nord6, ce sont 8 enjeux, 22 projets, 64 actions et 180 environ ce qu'on pourrait appeler des indicateurs que désormais on appelle des objectifs d'impact. Donc c'est une belle usine, mais par l'approche, on a fait converger des indicateurs liés à la société à mission, des indicateurs liés à Bicorp, des indicateurs liés à la RSE. Et donc, en tant que pilote de ça, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir 4 référentiels, j'en ai plus qu'un et ça me va très bien comme ça. Dernière chose, et il reste 15 secondes, donc on est presque bon, c'est que donc on a publié un bouquin pour partager le fruit de notre expérience. Vous savez, en informatique, on parle souvent d'open source. Donc on est un peu dans cette logique-là. On s'est dit, nous, on n'a aucun enjeu business, on ne vend pas des prestations, de conseils sur des modèles d'engagement. On le fera avec des clients ou des entreprises qui nous sollicitent, mais ce n'est pas notre métier et on ne cherchera pas à le développer. Donc on a préféré le mettre en commun avec un livre. Et donc ce livre, il propose 5 étapes qui proposent de passer par la création d'une raison d'être ou l'alignement d'une raison d'être existante avec les principes éthiques, l'identification des enjeux clés de l'entreprise en s'inspirant d'une autre analogie qu'on a fait avec la permaculture qui s'appelle des principes de design. Il y en a 12. Voilà, je ne vais pas les lister aujourd'hui, mais vous aurez le loisir de vous y intéresser. Puis en déterminant les actions, les projets qui vont permettre de répondre à l'enjeu. Et enfin, en alignant tout le collectif pour conduire le changement dans l'entreprise. Donc voilà ce qu'on partage dans le livre et qu'on cherchera à animer peut-être via une communauté. On verra, ça pour le coup c'est tout nouveau puisque donc le livre il est sorti il y a à peine 3 mois. On va essayer de faire émerger une communauté, de créer des formations aussi pour permettre à des dirigeants, à des consultants de pouvoir le faire de façon autonome. Encore une fois, voilà, nous on veut essaimer, on ne veut pas faire du business là-dessus. On verra voilà, bien ce qui se passe dans les prochains mois, mais tout ça pour vous dire que la conviction profonde qui est la nôtre aujourd'hui, et c'est un peu ce qui se cache derrière notre raison d'être, c'est qu'on est convaincu que par nos métiers et par ce nouveau modèle, on peut réellement contribuer à une évolution positive du monde, même si c'est à notre échelle, qui reste assez petite, qu'on n'est que 600, qu'on est dans un univers numérique bien spécifique. Et on espère qu'à travers ce modèle, on y arrivera. En tout cas, je suis à votre dispo si vous voulez continuer à en parler plus tard ce soir. N'hésitez pas et merci beaucoup pour votre écoute.